Bonsoir. En Andalousie, les travailleurs immigrés payaient 5 francs de l'heure pour ramasser les tomates et les aubergines de nos supermarchés. Un scandale dénoncé depuis des années et qui continue. Autre scandale, l'obsolescence programmée. Le lave-linge est en panne, impossible à réparer, rachetez-en un neuf. Mais là, la résistance s'organise, les choses bougent. L'ordinateur qui rend l'âme juste après la fin de la garantie. La vitre du téléphone, impossible à remplacer. On appelle ça de l'obsolescence programmée, ou comment on nous pousse à jeter nos vieux appareils pour en racheter des neufs. C'était mieux avant, vous dites? Pas vraiment. En 1924, les fabricants d'ampoules électriques se réunissent à Genève et ils s'entendent pour que la durée de vie des ampoules ne dépasse pas 1000 heures. 98 ans plus tard, Anne Delette et Régis Migy ont enquêté sur un appareil emblématique de l'obsolescence programmée, la machine à laver. Se faire lâcher par sa machine à laver, un scénario qui n'est souhaitable à personne, d'autant que ça tombe toujours mal. En général, la panne arrive lorsque la ligne rouge de la garantie est franchie. Votre machine vous lâche, le début d'un parcours du combattant qui vous emmène d'abord dans votre magasin d'électroménager en quête de solutions. Vous pouvez bien sûr tout de suite changer de lave-linge. On n'y verra pas d'inconvénient, mais dans un premier temps, il est peut-être préférable de s'attarder sur le coût de la panne. L'heure de réparation, c'est combien en fait en moyenne pour un technicien? Pour 168 francs, le technicien se déplace chez vous et vous dit, madame, ça vous coûtera tant pour réparer votre appareil. Vu le coût du temps de travail, c'est vrai qu'on a vite fait de passer les 250, 300 francs ou plus pour le coût moyen d'une réparation. 250 francs au minimum pour une réparation, la mesure est dissuasive. Et c'est le scénario qui prévaut chez la plupart des distributeurs que nous avons rencontrés. Chez Fust, on va plus loin. On vous propose carrément de déduire le coût du devis de l'achat d'une nouvelle machine. Une mesure incitative qui aura beau jeu de rendre votre lave-linge obsolète au rythme des nouveautés haut de gamme qui se présentent. Nous avons à présent une machine dotée d'un écran à cristaux liquides couleur et de plus tactile, des machines connectées. Cet appareil, par exemple, a la possibilité, via un accessoire que vous venez installer à l'arrière du lave-linge, de connecter le lave-linge au réseau Wi-Fi de la maison. Vous vous dites, je rentre plus tôt, allez, en ayant mis le linge, bien sûr, au préalable à l'intérieur, je lance ma machine, et puis, cerise sur le gâteau, vous avez même la lumière à l'intérieur, pour ne pas oublier la dernière chaussette. Serait-ce une des raisons pour lesquelles, chaque année en Suisse, plus de 200 000 familles achètent un lave-linge, un chiffre en constante augmentation? La concurrence est tellement ardue dans ce secteur qu'effectivement, dès que la nouveauté est disponible, elle est mise sur le marché. Chacun veut faire mieux que son concurrent, plus beau, plus performant, plus dans le but de vendre plus, bien sûr, et de rendre les choses attractives. La machine à laver serait le troisième objet à tomber en panne après les téléphones portables et les imprimantes. Serait-elle, elle aussi, une victime de l'obsolescence programmée? Direction Lausanne. À la bonne combine, dans ce temple de la pièce détachée, on répare tout ou presque. Voilà, c'est un problème de la pompe de toute façon. Alors, est-ce qu'il y en a un autre stock de cette modèle de pompe? Non, on n'a pas de pompe comme ça, mais on va adapter. Tu vas prendre une autre, et puis là, tu as des diodes, il faut enlever les diodes. À la tête d'une équipe de 13 personnes, M. Ivanovic a pour lui l'expérience de 23 ans de réparation. Son constat est sans appel. Les machines sont de plus en plus difficiles à réparer et au niveau de qualité, c'est moins en moins fiable. Alors, il y a très grande différence entre les années 90 surtout et maintenant au niveau de qualité des appareils et durabilité des appareils et service après-vente des appareils. Tout ça, il s'est dégradé énormément. L'appareil, il dure beaucoup moins, il n'y a pas de service après-vente et il n'y a pas de pièces détachées, et moins en moins. Un constat confirmé par une étude allemande de référence qui stipule que le nombre d'appareils ménagers à avoir été remplacés après 5 ans a drastiquement augmenté, passant de 3,5% en 2004 à plus de 8,3% en 2013.
Pour tenter d'en savoir plus, nous allons plonger avec Monsieur Ivanovic dans le ventre de ces lave-linges, sur les traces de l'obsolescence programmée. Premier exemple surprenant, la cuve. Et voilà, le problème il vient de là. Ici, vous avez un roulement à billes qui est défectueux. Et à ce moment, normalement, on devrait sortir cette pièce et puis changer pièce qui coûte 31, 41 francs et puis quelques heures de travail et c'est fini. Par contre, le fabricant, au constructeur, il a fait sortir toutes les pièces avec la cuve, avec les tambours qu'il a à l'intérieur et nous sommes obligés de changer toute la pièce. Et ça coûte très cher. Il y a 20 ans, les composants électroniques étaient facilement remplaçables et identifiables grâce aux guides de réparation. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Qu'est-ce qu'on a de nouveau maintenant? C'est qu'on met les produits résine intérieurs qu'on ne peut pas changer les pièces. À ce moment, on est obligé de changer la carte. Là, vous n'avez pas de possibilité d'enlever un composant quelconque, même si vous avez envie, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de commander la carte. Imaginez, vous avez un appareil qui pèse 71 kg, qui peut fonctionner encore 10 années, à cause de ces petits problèmes, on ne peut plus rien faire. Sur les étagères, des moteurs de lave-linge à volonté. Ces charbons actionnent la rotation du moteur qui fait tourner le tambour et leur qualité est déterminante pour la vie de l'appareil. Si jamais les constructeurs, ils savent bien, s'ils prennent un charbon qu'ils choisissent quel il veut, il peut faire durer 5 ans, 10 ans, 15 ans comme il veut. C'est son choix à choisir. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ose parler d'obsolescence programmée? Là, oui. Clairement, parce que c'est eux qui vont choisir quel charbon ils vont poser là-dessus. Sur les murs de cette antichambre de la déchetterie, un nombre invraisemblable de tuyaux témoigne de générations d'aspirateurs. Les étagères croulent sous ces pièces récoltées au fil des années. Sans elles, la bonne combine ne pourrait pas exister. Et aujourd'hui, les industriels rechignent de plus en plus à fournir des pièces détachées, autre forme d'obsolescence préprogrammée. Et pourtant, une solution existe. C'est là, c'est le déchetterie du Malais, dans lequel on trouve tous les appareils et toutes les pièces qui nous manquent. Derrière ces murs se cache un océan de pièces détachées, un véritable Eldorado. C'est une mine d'or là-bas. Vous savez qu'est-ce que vous avez à la bonne combine, c'est rien qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. C'est énorme. Dans la machine à laver, on pourrait réparer peut-être 30% des machines. Dans la cuisinière, on pourrait réparer 90% des cuisinières. Dans la vaisselle, des frigos, des congélateurs, des machines à... tout. Il y a plein qui peuvent donner deuxième vie, mais malheureusement, on ne peut pas y aller plus loin. Et notre présence dérange. On nous interdit de filmer. Nous découvrirons que les déchetteries suisses sont pieds et poings liés avec les poids lourds de l'électroménager. Membres de la fondation, Fust, Migros, Bocnecht et d'autres, tous à la tête de cette filière du recyclage, une véritable stratégie pour maintenir les ventes. Pas simple de réparer un banal lave-linge de nos jours, mais ça va peut-être changer. Face à l'obsolescence programmée, les consommateurs s'interrogent et certains industriels sentent le vent tourner. Ils prennent les devants, ils intègrent la notion de durée dès la conception de leurs produits. C'est le cas d'une start-up de la région parisienne qui fabrique, devinez quoi? Des machines à laver. Les start-up seraient-elles les sentinelles du changement? C'est ici, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, que deux jeunes designers travaillent depuis 2 ans sur un prototype champion de la longévité. Leur pari, l'increvable, un lave-linge qui vise un âge canonique, 50 ans. Alors le choix de la machine à laver, il n'est pas anodin. C'est un produit qui, en l'espace de 40 ans, a peu évolué techniquement. Il s'agit toujours d'un tambour qui tourne dans une cuve avec de l'eau et du savon. C'est un produit qui a peu évolué, contrairement au téléphone, par exemple, ou encore la télévision. Et donc, nous, notre raisonnement, c'est de se dire pourquoi c'est un produit qui dure de moins en moins longtemps. Pour faire une machine durable et réparable, ces nouveaux gardiens du lave-linge désossent les carcasses de vieilles machines pour en comprendre la logique. Ils enlèvent tout ce qui est propice aux pannes classiques, du bac à lessive aux joints de manchette.
Généralement, c'est l'endroit où il y a un peu d'eau stagnante et une chaussette qui finit par être coincée, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes d'hygiène. Donc cette pièce-là, on a décidé de la remplacer pour un joint plat. Et ça, on peut se le permettre grâce à une architecture de la machine qui s'inspire du milieu professionnel. Pour ces designers, le secret de la durabilité réside dans une approche modulaire. Elle permet d'allier à la fois réparabilité et évolution du produit. L'un des points différenciants de l'increvable par rapport aux machines conventionnelles, et notamment les machines de nos grands-mères, c'est qu'on va pouvoir l'améliorer au fil du temps. Ça va aller de la mise à jour de la carte électronique, qu'on va pouvoir mettre à jour au niveau de son logiciel pour optimiser la consommation d'eau et d'électricité, sans changer les principales pièces de la machine, qui sont la cuve, la carcasse, qui, elles, ne méritent pas d'être changées à la moindre évolution. L'increvable devrait être commercialisé en 2018. Encore faut-il que la start-up convainque l'industriel qui épousera cette approche durable. Coût de la machine, 1000 francs suisses environ. Pour décoder cette démarche, direction le centre de Paris, à la rencontre d'un observateur privilégié des modes de consommation. Il faut se féliciter que dans le foisonnement des initiatives entrepreneuriales d'aujourd'hui, on ait quelques entreprises qui testent des formules qui sont frontalement en opposition avec l'obsolescence programmée. Si les grands acteurs inspirés par ces startups se saisissent de l'opportunité, eh bien là, on a la possibilité d'accélérer la transition vers un autre modèle économique. L'augmentation de la durée de vie des appareils est-elle possible à grande échelle? C'est le pari affiché depuis 2016 par le numéro 1 mondial du petit électroménager. 10 ans, le groupe SEB a promis que ses produits seraient réparables pendant 10 ans. Pour y arriver, 40 000 pièces détachées sont stockées ici et disponibles à la demande du client. Retour en Suisse, à Lausanne, où cette approche fait des émules. Cet éco-entrepreneur a mis au point en 2012 Why, un ordinateur durable. Une première dans un secteur qui incarne l'obsolescence programmée. Le réparer est un jeu d'enfant, un guide de réparation, quelques outils simples et l'écran est remplacé en un tour de main. On place, voilà le cadre, et puis 4 vis. C'est extrêmement rapide. Et voilà, j'ai mon écran. La pièce coûte, je crois, 130 ou 150 francs sur notre boutique. On peut l'acheter en ligne et réparer soi-même. Plusieurs clients l'ont déjà effectué. Le réparer est une chose, le faire évoluer en est une autre. Avec Why, personne ne vous oblige à faire des mises à jour obligatoires. L'utilisateur redevient maître du jeu grâce aux logiciels libres comme Linux, un gage de durabilité. Les ordinateurs se trouvent sur le marché des 900 francs, mais les ventes restent pour l'heure confidentielles. Why, SEB, l'increvable, autant d'initiatives qui témoignent d'une transition des modèles économiques. Et il est peut-être même possible de se projeter plus loin. L'essence de la consommation, c'est de bénéficier de services qui sont rendus par des produits. Et donc pour ça, déplaçons le champ de la transaction. Arrêtons de vendre le produit, vendons les services rendus par le produit. Et donc on peut imaginer dans un monde pas si lointain que ça, qu'on bascule complètement sur ce modèle-là, que les économistes appellent le modèle de l'économie de la fonctionnalité, où finalement on ne vend plus le produit. Le vendeur reste propriétaire du produit et se contente de vendre les prestations fournies par le produit. Et donc on entrevoit immédiatement la conséquence d'un tel modèle, c'est que le vendeur restant propriétaire du produit, il n'a plus du tout intérêt à jouer l'obsolescence programmée. Un industriel qui limite volontairement la durée de vie de son produit commet-il un délit? Eh bien en France, la réponse c'est oui. L'obsolescence programmée y est interdite, c'est dans la loi. Des géants comme Epson ou Apple sont d'ailleurs sous la menace d'une condamnation. En Suisse aussi, la lutte s'organise. À la campagne comme à la ville, Thomas Putala ne jurait que par son iPhone, un partenaire indispensable jusqu'au moment où il en a vraiment eu marre. Ils ont vraiment grugé les consommateurs pendant une certaine période. J'étais en toute confiance avec cette société, jusqu'au jour où ils présentent leurs excuses pour dire qu'ils ont ralenti volontairement nos téléphones. Et là, ça m'a vraiment choqué. Ils nous prennent pour des pigeons. Décembre 2017, il dépose plainte pour escroquerie contre Apple auprès du procureur général de la Confédération, une première en Suisse.
Mais face à ce géant de 200 milliards de chiffre d'affaires, mieux vaut être nombreux. Dans la foulée, il crée une association pour rassembler tous ceux qui se sentent considérés comme de bonnes poires. Le résultat se fera par le nombre. Alors si toi, Bonne Poire, tu réclames à ce que cela soit reconnu comme un délit, il n'est pas trop tard pour contribuer à réduire ce désastre écologique. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment que la notion d'obsolescence programmée soit inscrite dans la législation suisse. Pour trouver le premier pays au monde où l'obsolescence programmée soit inscrite dans la loi, il faut aller en France. Depuis 2015, c'est un délit pénal. Hop, halte à l'obsolescence programmée, un mouvement citoyen s'engouffre dans la brèche. Il dépose 2 plaintes en 2017, l'une contre Epson, l'autre contre Apple France. L'amende pourrait être salée. Les sanctions prévues par la loi sont de 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et 5% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le plus important. Et puis aussi, on pense qu'il y a un enjeu d'image. Les entreprises, surtout comme Apple, on le sait, sont assez regardantes sur leur image. Il y a une vraie communauté autour de ça. Et ce qu'on espère, c'est une prise de conscience aussi sur ce terrain-là. En attendant la réponse de la justice, Hop fait du lobbying, milite pour un affichage de la durabilité des produits et pour un autre modèle de société. On est optimiste parce qu'on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond, à la fois du législateur qui prend conscience que c'est une vraie question pour les citoyens, du consommateur qui a envie de changer. Et aujourd'hui, on voit que nous, l'association, en 2 ans et demi, on a plus de 30 000 personnes qui nous soutiennent. C'est bien qu'il y a une vraie volonté des citoyens et des consommateurs. Et les entreprises ne restent pas neutres face à tous ces signaux et sont en train de changer leur modèle doucement mais sûrement. Donc il y a vraiment un mouvement d'amplitude qui se développe. Ce combat contre l'obsolescence programmée ne se développe pas qu'en France, ça bouge aussi au niveau européen. On va en parler en duplex avec Pascal Durand. Pascal Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, écologiste, et vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'obsolescence programmée qui a été présenté au Parlement européen. Dans ce rapport, vous demandez une loi pour combattre l'obsolescence programmée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut l'interdire? Non, l'interdire, ça partirait du principe que toute obsolescence est frauduleuse, c'est-à-dire qu'il y aurait systématiquement la volonté de faire tomber en panne les appareils. Donc ça a été la voie qui a été choisie notamment par la France, qui a fait de l'obsolescence programmée un délit intentionnel et qui le poursuit en tant que tel. Et puis il y a une vision, j'allais dire, un peu plus économico-compatible, c'est-à-dire celle qui consiste à essayer de trouver un accord entre les entreprises, les salariés, les organisations de consommateurs pour faire durer plus longtemps les produits et pour qu'ils soient réparables. C'est l'option que nous avons choisie à l'Europe. Oui, parce que en plus, disons, si on décide d'interdire l'obsolescence, ça doit être extrêmement difficile parce que les entreprises, elles se défendent, elles contestent, elles ont toujours un excellent argument pour dire « mais non, c'est pas du tout qu'on veut réduire la durée de vie, c'est juste qu'on veut protéger le produit, etc. » Donc ça paraît quasiment mission impossible. Bah, écoutez, sauf à ce qu'un salarié vienne expliquer ou vienne sortir des mails ou des échanges par lesquels il lui est clairement demandé, par exemple, de porter atteinte à la durée d'un produit, il est clair que ce sont des démonstrations très très difficiles à faire. L'élément intentionnel en droit, c'est un des éléments les plus durs à prouver. Il faut aller vraiment démontrer qu'il y a une volonté. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des exemples dans l'histoire où on a vraiment la volonté de faire en sorte qu'un produit ne dure pas longtemps, mais globalement, ce n'est pas vraiment le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est comment on préserve les ressources, comment on fait en sorte de redonner à l'industrie européenne sa capacité à faire des produits qui durent et comment on permet aux consommateurs d'acheter des produits qui ne tombent pas souvent en panne et surtout, je le répète, qui puissent être réparés lorsqu'ils sont en panne. C'est ça vraiment l'objet principal et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Mais le problème aussi pour le consommateur, c'est qu'actuellement, très souvent, ça revient beaucoup moins cher de racheter un appareil neuf que de réparer. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction ?
Alors ça c'est une contradiction, mais en apparence seulement, parce que la réalité c'est que quand vous changez fréquemment de produit et que le produit effectivement est moins cher, vous avez le sentiment que ça n'est pas si cher que cela. Pourtant, si vous additionnez les différents achats, eh ben, vous allez vous apercevoir que ça coûte plus cher que si vous aviez un produit que vous y ayez payé, je ne sais pas, 25 ou 30% plus cher au départ, mais qui tient plus longtemps. Et puis par ailleurs, le schéma du signal prix ne marche que quand les prix sont vraiment bas. Or on s'aperçoit par exemple sur les téléphones portables, on a pris l'habitude de changer régulièrement les téléphones portables et de les changer au sein de la famille, les enfants, etc. On s'aperçoit que sur des téléphones qui coûtaient 50, 100, 150 euros, c'était possible. Maintenant, on arrive à des téléphones portables qui coûtent 700, 800, 1000 euros. Donc vous allez voir que les gens ont beaucoup moins envie de les changer et vont être beaucoup plus durs avec leurs enfants quand les enfants vont demander le dernier modèle. Mais Pascal Durand, ça, vous dites ça, mais en fait, en France, par exemple, je crois qu'il y a plus de la moitié des gens qui changent de téléphone chaque année, alors que le téléphone n'est absolument pas en panne. Est-ce que ce n'est pas le consommateur qui est aussi un peu responsable ? Alors, le consommateur, il est conditionné et c'est vrai qu'on nous a mis depuis des années en tête le fait que quand vous n'avez pas le dernier produit à la main, vous êtes dans une cour d'école ou ailleurs, vous êtes ringard, vous êtes ridicule. Donc, on a conditionné vraiment à travers la publicité notamment le consommateur pour qu'il achète et pour qu'il change en permanence ses produits. Mais d'une part, ça va évoluer à cause du coût, parce que le coût va augmenter, les ressources, les matières premières vont être de plus en plus chères, elles le sont déjà. Les terres rares qui sont à l'intérieur des pièces informatiques et des téléphones vont commencer à manquer et donc il va y avoir une augmentation des prix, les transports pareil. Donc d'une part, le signal prix ne va plus être le même et d'autre part, on est en train petit à petit d'évoluer et j'ai l'impression qu'il est de moins en moins ringard de dire moi j'ai un produit qui est un produit qui dure, c'est un produit qui était d'actualité il y a quelque temps et qui l'est toujours. Après, il y a une chose que je vise dans le rapport qui a été adopté au Parlement européen et qu'il faut mettre, en avant parce qu'elle est très dangereuse, c'est l'obsolescence logicielle. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas quand vous faites des mises à jour de votre téléphone, notamment, vous mettez à jour, on vous dit voilà, il y a telle mise à jour et en fait, on s'aperçoit, et là le scandale Apple l'a démontré, on s'aperçoit que ces mises à jour rendent votre téléphone caduque et qu'il ne marche plus. Tous ceux qui ont eu un ordinateur ou un téléphone ont été confrontés à un moment à ces mises à jour qui font que derrière ça marche plus. Donc ça aussi, c'est pas la faute du consommateur. Là, c'est une vraie volonté du fabricant ou de celui qui distribue de faire en sorte qu'à un moment ou un autre, on soit obligé de changer son appareil. Donc ça, il faut le faire évoluer et il faut que la législation intervienne là-dessus. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Pascal Durand, en tout cas, merci et je vous souhaite une très bonne fin de journée à Bruxelles. Et en attendant les avancées juridiques pour lutter contre l'obsolescence programmée, il y a une solution simple, c'est d'essayer de réparer. Un peu partout en Europe, les ateliers de réparation et autres repair cafés connaissent un essor remarquable. Chez nous, du côté de la Sarraz, 4 retraités bricoleurs redonnent une deuxième vie aux objets les plus divers à des prix imbattables et le succès est fulgurant. Oui, voilà, on répare tout. Bonjour, monsieur. Une machine à café, d'accord, oui. Alors, on en reçoit beaucoup, les machines à café à réparer. C'est quel modèle que vous avez? Ouais. Il n'y a plus d'eau chaude, d'accord, ouais. On a énormément de travail. On a une 50aine d'appareils en attente. Si vous n'êtes pas pressé, on va pouvoir prendre en charge votre objet, mais il faudra quand même attendre plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous nous amenez? Un aspirateur. Un aspirateur. Qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est la batterie. Il ne recharge plus. Ce que je vous propose alors maintenant, c'est de remplir une fiche avec vos coordonnées. On vous donne un numéro sur notre liste d'attente. Ah, mais attendez, vous nous avez déjà appelé. Oui. Oui, vous êtes déjà dans la liste. Oui. Oui, et puis vous avez le numéro 44. Ah, mais c'est parce que vous avez appelé déjà une fois avant et on vous a dit patienter. Oui, voilà, on n'avait pas encore la liste. Place. Alors, 44 bis.
On était un peu dépassé par le succès de l'histoire. Notre but, c'était plutôt de faire un 50% ou un petit 50%. Je pensais que j'allais prendre ma guitare, j'allais jouer ma guitare. De temps en temps, quelqu'un arrive avec un fer à repasser, je lui change la prise, hop, voilà, et je continue la guitare. La réalité, c'est tout autre chose. C'est du 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Enfin, c'est comme si on était employé. Avec Cyril, on se connaît depuis une dizaine d'années parce qu'on fait de la musique ensemble. Il y a un rapport d'amitié, on a du plaisir à se retrouver. On s'entraide beaucoup aussi dans le travail. On démonte un appareil, à chercher des solutions. Puis après, puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis toi, comment tu ferais ça? Enfin voilà, il y a un échange qui est assez vivant, assez dynamique. Une panne simple, bon, on est content parce qu'on a pu réparer la chose pour le client. Une panne difficile, ben moi, je prends mon plaisir à aller faire l'impossible, fabriquer le petit truc qui l'usure l'a rendu inopérant. L'aventure. Après, il faut réparer suivant ce qu'on trouve. Mais maintenant, l'inconnu, c'est bien, j'aime bien. Ça m'a toujours paru être louche, l'argument que réparer un vieil objet, ça coûte plus cher que d'acheter l'équivalent neuf. Ça ne peut pas être juste. Ça veut dire que le compte on n'a pas pris en compte tout ce qu'il y a autour, je ne sais pas, l'épuisement des ressources, le goudronnage des routes pour qu'il y ait des camions qui amènent ce neuf de je ne sais pas d'où jusque chez nous. Enfin, si la comptabilité, on l'a fait planétaire, avec tous les paramètres possibles, ça ne peut pas être meilleur marché que de réparer l'ancien. Passéiste, vous avez dit? Non, absolument pas. Non, le contraire. Les vieux objets qui marchent, c'est la fierté de ceux qui les ont faits, ceux qui les ont réparés, c'est la sagesse, je ne comprends pas l'engouement que les gens ont pour des choses neuves. C'est une sorte de l'adrénaline qui dure une semaine, après il n'y a plus rien. La vraie chose, vous êtes d'accord avec moi, c'est la vitesse de croisière. Une fois qu'un objet cesse d'être neuf et simplement utilisé, c'est là sa vraie fonction. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens chercher une petite radio que je vous ai confiée. Il paraît que j'ai un problème avec le mode d'emploi. La radio va très bien, mais c'est moi le problème. C'est vous le problème. D'accord. Alors, c'est quelle radio? C'est une petite radio rouge. Ah, c'est toi voilà, Cyril. Les jaunes en plus. Ok, voilà. Sérieux problème. Alors, j'ai essayé. Le mode d'emploi est simple. Vous pressez une fois. Vous êtes dans le premier étage des fonctions. Vous pressez 2 fois, vous accédez à quelque chose d'autre. 3 fois. Encore plus compliqué, menu, voilà. Je sais pas quoi. Et il n'y a pas 4 fois. Disponible. Voilà. Très bien. Et pour votre jukebox? Oui, pour le jukebox. Un jukebox qui a été construit dans les années où ma femme est née, 1958. Je lui ai offert pour ses 30 ans. Et puis là, il fonctionne toujours. Clac, clac, clac. Et puis voilà, tout d'un coup. 5 semaines, j'ai séché dessus. 5 semaines, hein? Ouais, mais j'ai pas payé assez cher pour ça. On ne travaille pas sur une base commerciale. C'est ça qui nous différencie des autres ateliers de réparation où les gens sont obligés de vivre de leur travail. Nous, pas. On est des retraités. L'association à but non lucratif. C'est justement peut-être ça en quoi on est un petit peu spéciaux, là. Ouais, il représente un transmetteur de valeur, on va dire, parce que ce jukebox qui est déjà âgé, il a, grâce à ces mains-là, à ce cerveau-là, il refonctionne et puis je peux réécouter une musique qui, là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc ça restera. Mais c'est magnifique. Coucou! Ah, vous êtes tous les 3 là? Tu es en train de réparer quoi? Alors, ce que je suis en train de réparer, un fauteuil électrique. Viens voir cette vis-là. Viens. Là. Puis alors, quand le moteur tourne, c'est tout pété. Il fait un tour de cette roue-là, alors elle avance d'une dent. Puis ça fait tourner cette vis-là, et cette vis-là, elle lève après comme ça le plateau. Et la dame qui regarde sa télé, elle est toute
son petit thé comme ça, elle boit le thé, et puis elle regarde la télé et dit « Ah, mes jambes sont tellement fatiguées, c'est bien que j'ai ce fauteuil. » Puis maintenant, elle n'a pas ce fauteuil, alors il faut que je me dépêche pour le réparer. Avec l'âge, n'est-ce pas, il y a des petits-enfants qui sont venus. Alors, ils sont chauds, ils vous regardent avec les yeux comme ça. Et je me dis, mais petit, alors nous, on a profité, on a des bagnoles à 1 litre au 100, ça peut grimper les murs, les 4x4 et tout ça. Ah, c'est très bien. Vous allez avoir quoi? Qu'est-ce que vous allez boire? Qu'est-ce que vous allez respirer? Est-ce que ça sera normal de passer ces journées dans un scaphandre parce que trou d'ozone ou je sais pas quoi? Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas notre atelier qui va résoudre quoi que ce soit. Mais, voilà, ça a pesé un petit peu aussi dans la décision. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. Alors décidément, l'obsolescence programmée, c'est vraiment dans l'air du temps, puisqu'on la retrouve même dans un des journaux de consommation que vous avez lu pour nous. Exact. Nos collègues belges de Test Achat ont mené une grande enquête auprès de 35 000 de leurs membres pour leur demander, chez vous, l'électroménager, combien de temps ça dure. Et on a des résultats intéressants. On a des frigos qui durent 5 ans, qui durent 15 ans, des lave-vaisselle qui durent 3 ans, d'autres qui durent 17 ans. Donc de grosses différences. Et semblerait-il, cette différence est souvent liée au prix payé à la base pour le produit. Voilà, alors vous avez lu toute une série de magazines conso. Alors ce mois-ci, quoi d'autre à signaler? Alors du côté de la FRC, de leur journal Mieux Choisir, ils ont fait une grande enquête sur les produits de vaisselle qui contiennent de l'huile de palme. Alors vous me direz, de l'huile de palme, du gras dans un produit pour la vaisselle, ça semble un peu bizarre. C'est bizarre. Mais ça n'est pas tant que ça, parce que le savon, les produits tensioactifs sont faits à base de graisse végétale, voire animale, voire de produits pétroliers. Ça permet de nettoyer la vaisselle. Donc c'est du gras pour nettoyer du gras. Exact, exact. Et c'est intéressant. Et cette enquête montre qu'un certain nombre de ces produits pour laver la vaisselle, qui sont labellisés bio, éco, etc., contiennent de l'huile de palme. Mais la FRC a dû aller demander aux producteurs pour avoir ce détail dans les produits, parce que ce n'est pas inscrit sur la liste de l'emballage. Ce qui pose un problème si vous êtes très écologiste, vous ne saurez pas s'il y a de l'huile de palme ou pas dans votre produit. Ce mois-ci, on parle aussi poisson. Poisson dans la revue Bon à savoir, un test sur 15 produits des filets de poisson congelés qui ont été analysés, dont 6 se révèlent contenir des vers. Mais ces vers sont plus dangereux parce qu'ils ont été congelés, ils sont morts, ils sont froids. On peut les manger donc. On peut les manger, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut souligner que c'est plus dangereux si vous mangez du poisson frais, des tartares de poisson frais qui, eux, si le poisson n'a pas été congelé, risquent de contenir des vers qui pourraient coloniser votre estomac. Dernier thème, les séjours à l'étranger. Oui, c'est la revue de UFC Que Choisir qui vous donne des conseils si vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre si jamais il y a des problèmes qui se déroulent sur place? Eh bien, merci Stéphane pour cette revue de presse. Et pour ce qui est des séjours et des vacances à l'étranger, nous y reviendrons bientôt dans Un Bon Entendeur avec un reportage sur les pièges du roaming. Des tomates, des aubergines, des concombres à foison, pas chers et disponibles toute l'année. C'est bien agréable, mais il y a l'envers du décor. Les conditions de vie lamentables et les salaires de misère des milliers de travailleurs immigrés qui, au sud de l'Espagne, ramassent tous ces légumes. Reportage en Andalousie de nos collègues alémaniques de Kessensturz. Almeria, au sud de l'Espagne. Une région baignée de soleil mais recouverte d'un océan de plastique. Ce sont les serres du verger de l'Europe. Ici, on cultive toute l'année des tomates, des poivrons, des aubergines et des courgettes que l'on vend aussi en Suisse. Voici l'exploitation d'un petit producteur. Avec ses 3 employés, il exploite une culture de tomates sur 2,5 hectares. Cette année, la récolte le satisfait, mais le prix de vente beaucoup moins. En Suisse, un kilo de tomates comme celle-ci coûte autour de 4,50 francs. Lui doit se contenter d'encaisser 75 centimes par kilo. Et parfois, moitié moins, bien en dessous du prix de production. Lorsque le prix descend en dessous de 60 centimes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne couvre même plus le coût des semences, des fertilisants et du personnel. Alors, pour gagner quand même un peu d'argent, bien des producteurs économisent sur les salaires. Pourtant, il existe en Andalousie un salaire minimum légal. Il est de 46 € par jour. Abdourahmane Diop récolte des poivrons. Combien gagne-t-il par jour?
Pour 8 heures de travail, je gagne 32 €. 32 € par jour, autrement dit 4 € de l'heure. Abdou est arrivé à Almeria il y a 10 ans. Il n'a pas de papier, pas de contrat. C'est un immigré sans aucun droit. Mois après mois, il envoie un peu d'argent à sa famille au Sénégal. Parfois, c'est juste un peu de petite monnaie. Spontanément, il nous montre le contenu de son porte-monnaie. 13 €. Il n'y a rien de plus. Et avec ça, c'est tout ce que j'ai pour manger jusqu'à la fin du mois. Et nous ne sommes qu'à la moitié du mois. Heureusement, sa femme lui envoie du couscous du Sénégal. Sans ça, impossible de se nourrir. Le cas est loin d'être isolé. Un autre travailleur veut lui aussi témoigner. Il réclame l'anonymat parce qu'il a peur de perdre son travail. Il vit ici avec sa famille. Ses enfants dorment à même le sol. Son salaire ne suffit jamais. Il me paye 32,50 € par jour, et pas 46, comme il devrait. Si je gagnais 46 €, ça me suffirait pour mener une vie digne, chercher une autre maison et pouvoir payer le loyer. Depuis 16 ans, il vit dans la précarité, à la maison comme au travail, et il ne s'est jamais révolté. J'ai parlé avec mon chef, il m'a dit « Si tu ne veux pas travailler pour 32 €, alors tu peux t'en aller ». Exploitation éhontée, tricherie généralisée sur les salaires, les syndicats locaux tentent de lutter contre ces dérives. Avec ce système de paiement à la journée, dans la majeure partie des cas, les contrôles ne servent tout simplement à rien. Il est très facile de tricher, parce qu'on ne compte pas les jours effectivement travaillés. Sur la feuille de salaire, on peut lire 15 jours de travail à 46 €. Mais là où il y a fraude, c'est que les journaliers travaillent en réalité beaucoup plus que ce qui est annoncé. Ces travailleurs exploités travaillent ici, chez Vicasol, une coopérative agricole qui exporte entre autres vers la Suisse. On retrouve ces légumes à la Migros, à la Coop et chez Lidl. Mais il est impossible d'interviewer les dirigeants de cette entreprise. La coopérative ne communique rien, même par écrit. Pour saisir le fond du problème, direction la bourse agricole de la région. C'est ici que les petits producteurs apportent leurs légumes à peine cueillis. Ils ne connaissent pas encore leur valeur. À midi, c'est l'heure de vérité, les enchères commencent. C'est le balai des prix. Ces poivrons, par exemple, sont cotés à un prix nettement inférieur au prix de production. La pression des grands distributeurs du nord de l'Europe est énorme. Ils finissent toujours par avoir le dernier mot. L'entreprise Costa de Almeria exporte des légumes dans toute l'Europe. Son responsable ne mâche pas ses mots. Aujourd'hui, ce sont les grands distributeurs européens qui mènent la danse. Ce sont eux qui fixent les prix. Et leur nombre ne cesse de diminuer. Donc, il y a de moins en moins de possibilités de négocier. Ils te donnent un prix, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pratiquement aucune marge de manœuvre. Personne ne peut se permettre de perdre un client important. Donc il faut économiser à tout prix, même sur le dos des plus faibles. Voilà la réalité des serres d'Almeria. Ceux-là sont les plus mal lotis, ce sont des journaliers. Ils touchent 32 € par jour quand ils les touchent. Ils travaillent sur appel et sont obligés de vivre sous ces bâches en plastique, sans eau courante. Petite visite des lieux. Je vais vous montrer la douche. C'est ici. Vous pouvez filmer. Et là, c'est la cuisine. Ici, les déchets. Et là, la chambre à coucher pour 2 personnes. Ceux qui payent le prix le plus élevé pour tous ces légumes, ce sont bien les travailleurs des serres d'Almeria. Contactés, les grands distributeurs suisses ont réagi. Tous jugent inacceptables les situations décrites dans leur reportage.
Tous soulignent qu'ils se soumettent à diverses certifications qui garantissent des conditions de travail et de salaire dignes. Coop et Migros précisent qu'ils effectuent des contrôles inopinés dans les exploitations plusieurs fois par an. Migros souligne sa collaboration avec une université locale, les syndicats et les producteurs pour améliorer les conditions sur place. Aldi et Lidl ont défini des standards sociaux minimums que leurs fournisseurs doivent s'engager à respecter. Fort bien, mais il se trouve qu'en 2000, j'avais moi-même réalisé un reportage sur ce même thème, dans la même région et même dans l'une des entreprises que l'on vient de voir. Je m'y étais rendu en compagnie du responsable des questions sociales et éthiques pour la Migros. Regardez, c'était en novembre 2000. Sous la chaleur des serres, Mauritaniens, Tunisiens ou Marocains récoltent pour 5 francs de l'heure les tomates et les poivrons de nos assiettes. La majorité des 15 000 immigrés d'El Ejido, dont une bonne moitié n'a ni permis ni papier, vit à des kilomètres du centre-ville, dans des bâtiments agricoles noyés dans la mer de plastique. Selon une étude locale, seul un tiers de ces logements peuvent être qualifiés de décents. C'est pour la nuit? Oui. L'électricité? Pas d'eau courante, pas d'électricité? Il n'y a que les murs de la maison ici. Combien de personnes habitent ici? 5. C'est de la merde ici. Pas de douche, pas d'eau, pas de lumière, pas de TV, rien. Les conditions de vie de la majorité des travailleurs immigrés sont indignes. Il faut améliorer ces conditions le plus vite possible. Il y a une extrême urgence, et depuis des années. Si dans le futur on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, on doit chercher et trouver des solutions peut-être ailleurs. C'est-à-dire quitter la région? Certainement, ce serait une des possibilités qu'on n'envisage pas tout de suite, mais il faut l'avoir en tête. Toute l'Europe achète ses fruits et légumes dans cette région. Ce n'est pas seulement la Migros, il y a tous les distributeurs de toute l'Europe qui achètent dans cette région. Et de changer quelque chose du jour au lendemain, c'est pas possible. Et ça prend un certain temps. Un certain temps et même un temps certain. Malgré toutes les certifications, les contrôles, les proclamations de bonne volonté, en 18 ans, rien ou presque n'a changé sous les bâches en plastique d'Andalousie. Bon, on y retournera en 2036, dans 18 ans, pour voir si ça bouge un peu. La vanille, le parfum préféré des enfants, peut faire mal au porte-monnaie. Car la vraie vanille est devenue très chère. Nous irons à Madagascar, numéro 1 mondial de la vanille, où le prix de la gousse a décuplé en 10 ans. Le geste est précis et rapide, l'odorat affûté, un travail d'orfèvre, gousse après gousse. Patrick Rakut-Manzat est le directeur de cette société exportatrice. Dans quelques jours, il doit envoyer 8 tonnes de vanille en Europe. Il n'a pas le droit à l'erreur. Ça vaut à peu près dans les 4 200 000 $. Le kilo de vanille est passé de 60 à 600 $ en 4 ans. Cette flambée des prix a fait exploser l'insécurité. Certains exportateurs n'hésitent pas à comparer la filière au trafic de drogue. Par crainte des braquages, les entrepôts sont devenus de véritables coffres-forts. D'autres pays tentent de profiter de cette poule aux œufs d'or. Vous verrez qu'aux Pays-Bas, on cherche à cultiver la précieuse liane sous serre. Et puis il y a la vanille chimique. C'est celle-là que nous mangeons la plupart du temps dans les glaces ou les pâtisseries. Donc ici, on a injecté l'échantillon de vanilline qui a été préparé dans le laboratoire. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul pic qui sort du chromatographe. C'est celui de la molécule de vanilline pure. Bien sûr, la vanilline artificielle qui est synthétisée dans un laboratoire, c'est exactement la même molécule que celle qui est extraite de la gousse de vanille. Donc je vois aucun inconvénient à manger de la vanille artificielle. Parole de chimiste. Parole de chimiste. Nous décrypterons pour vous sur les étiquettes les différentes appellations de la vanille. À bientôt.